Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être présent pour cette table ronde qui aura pour sujet la cyberdéfense dans l'industrie 4.0. On va commencer par un tour de table. Donc, je suis super mal élevé, je vais commencer. Donc, Fabrice Mouron, je suis directeur des activités cyberdéfense en environnement industriel chez Orange Cyberdéfense, et je suis accompagné aujourd'hui de deux partenaires que je qualifie de confiance. Et donc je vais les laisser se présenter. Merci Neil, merci Fabrice. Donc moi je suis Maxime Villard et j'ai en charge la direction commerciale de TX1, qui est une petite technologie qui est intégrée au sein d'Orange Cyberdéfense. Et Neil Thomas, je suis Principal SI, donc avant-vente chez Nozomi Networks, donc société suisse-italienne spécialisée dans tout ce qui va être, la détection et la découverte des environnements industriels. On va revenir plus longuement dessus. Donc le sujet d'aujourd'hui, donc l'industrie 4.0 et la cyberdéfense. Aujourd'hui, donc nous accompagnons chez Orange Cyberdéfense des clients qui se digitalisent. J'aime pas trop ce terme, mais donc qui pour nous spécialistes en cyberdéfense, l'industrie 4.0, c'est aussi donc l'hyperconnectivité des usines. Qu'est-ce qu'on entend derrière par hyperconnectivité des usines? Ce sont des assets critiques pour nous qui vont être connectés de manière permanente. Donc ce sont des assets, des actifs qui n'étaient pas forcément, qui n'ont pas été forcément conçus pour être interconnectés avec une informatique de gestion. Donc ils vont se retrouver de manière complètement inédite dans l'histoire de l'industrie, connectés à tout l'écosystème, menaces y compris, donc de l'informatique de gestion. Donc pour bien définir ce qu'on met derrière, donc nous on appelle IT l'informatique de gestion, c'est là où on va retrouver donc les applicatifs métiers comme la messagerie, donc les serveurs applicatifs de paie et autre chose. Donc ce sont des applicatifs qui n'ont rien à voir avec l'outil industriel. Et derrière le mot OT, donc pour Operational Technology, c'est vraiment l'informatique industrielle. Il faut comprendre en fin de compte qu'à travers ces deux mondes qui tendent à converger de plus en plus, on parle même de convergence IT et OT, ce ne sont pas des systèmes, notamment dans le monde de l'OT, qui ont été conçus à l'origine pour pouvoir fonctionner avec cet écosystème, comme le veut Internet ou autre. Et on le voit bien même dans le cycle de vie. Vous avez tous entendu parler donc de ces malwares, de ces cryptolockers, donc qui sont des logiciels malveillants qui vont prendre en otage vos machines. Donc dans le monde de l'OT, ça pourrait être une station d'ingénieurs qui tourne sous Windows ou un SCADA et qui ne pourront plus délivrer ce pourquoi il a été conçu. Donc c'est très important de comprendre ça, c'est que dans l'informatique de gestion, c'est presque monnaie courante. Ils ont l'habitude, ce sont des cycles de vie sur lesquels ils ont l'habitude. Donc des cycles de vie, notamment en termes de patch, quand ils ont une faille de sécurité sur un serveur de mail, sur un serveur web ou autre, ils ont ce réflexe de patcher, en fait, de patcher cet élément. Et ce n'est pas aujourd'hui forcément l'ADN du système opérationnel. C'est pas chez tous nos clients, attention. Mais la plupart du temps, c'est ce qu'on peut rencontrer, c'est plutôt ça. C'est plutôt, tout fonctionne bien, je ne vais pas patcher, je ne vais pas rebooter. On a rencontré des systèmes opérationnels qui n'avaient pas été rebootés depuis 15 ans, en fait. Et c'est même ce sont même des durées beaucoup plus longues dans certaines verticales métiers, comme pourrait être le domaine nucléaire ou le domaine du transport dans lequel nous pouvons intervenir. Donc il faut bien comprendre en fin de compte, c'est aujourd'hui cette interconnexion qui va amener une exposition complètement inédite à la menace des systèmes opérationnels. Le fait qu'on puisse aujourd'hui intervenir sur ces systèmes critiques nous ont fait prendre conscience de deux choses. La première, donc si vous passez sur notre stand juste derrière, c'est au numéro N13, merci. on a notre Security Navigator qui explique qu'aujourd'hui, la verticale métier la plus touchée par ce qu'on appelle la double extorsion, je vais vous expliquer après ce que c'est derrière, c'est le domaine de l'industrie. Et c'est pour toutes ces raisons en fait, parce qu'ils sont aujourd'hui interconnectés et ils n'ont pas été forcément prévus pour ça à la base en fait. Aujourd'hui, un malware, quand il va se propager, il ne va pas regarder si c'est un système IT ou si c'est un système OT. Il va juste pouvoir, en fin de compte, voir
sa capacité à bouger dans le système d'information et en contaminer le maximum d'informations. Ça, c'est la première extorsion. La seconde extorsion, c'est la prise, c'est la récupération de vos données. Ils vont sortir certaines données, certains même secrets industriels, ils vont les sortir de votre informatique et vous faire du chantage dessus pour pouvoir les récupérer, ou sinon ils vont les publier sur Internet au tout venant, voire à votre concurrent. Donc ce système-là, cette faille ou cette menace qui s'appelle la double extorsion, aujourd'hui le premier secteur qui est touché, c'est vraiment celui de l'industrie. Donc je vais passer la main à Maxime qui va vous expliquer aujourd'hui comment on pourrait protéger ces systèmes industriels. Ok. Alors moi, effectivement, j'ai une posture. On parle de surface qui est soumis, qui est candidat à de la vulnérabilité, qui est candidat à tout un tas de choses qui sont assez anxiogènes, alors que finalement, dans l'industrie, ce qu'on souhaite protéger avant tout, c'est la production. Aujourd'hui, une entreprise fonctionne depuis très longtemps avec des systèmes industriels pour produire, et l'idée, c'est assez de manière pragmatique de trouver des technologies qui soient à la fois assez innovantes pour pouvoir être modernes et pouvoir répondre à des problématiques et des challenges dans l'usine, mais également qui soient le moins intrusifs possible et qui soient le moins perturbateurs, quelque part, pour que l'usine puisse continuer son travail de tâche, son travail de production. Donc dans ce paysage un petit peu anxiogène, on a la chance quand même d'avoir quelques pépites. Aujourd'hui, TX1 est issu d'une grande maison mère qui s'appelle Trend Micro, qui est un acteur de antivirus, donc avec une forte réputation sur le marché de connaître la menace, et le mariage avec un équipementier industriel qui s'appelle Moxa et qui a permis de créer cette petite entreprise qui s'appelle TX1 Networks. Et dans cette entreprise, on a travaillé sur 3 thématiques. Et il faut savoir que l'ADN de cette entreprise, c'est vraiment de venir protéger finalement là où c'était pas possible, ou là où le chantier, où l'exercice, il est tellement, la conduite de changement est tellement importante qu'on a décidé de rendre les choses très pragmatiques. Donc très pragmatique, ça veut dire une innovation en termes de protection, donc comment je peux protéger sans même avoir à installer quoi que ce soit sur les machines, comment je peux amener une défense anti-malware sans avoir à redémarrer des systèmes sur lesquels je vais venir m'installer, puisque le redémarrage, c'est quand même le nerf de la guerre. On ne souhaite pas redémarrer son système, son usine, c'est quand même un challenge assez compliqué. Et dès lors qu'on ne peut à peine installer quoi que ce soit sur les machines parce que, quelque part, ce sont les bijoux de la famille de l'entreprise, on ne peut pas traiter par un logiciel ou même avec quelque chose d'un peu intrusif. Donc on va tout traiter par le réseau. Et donc le réseau, qui est la 3e thématique de TX1 Network, c'est d'être capable de venir amener de la cybersécurité à travers le réseau sans avoir même à perturber le système industriel. Merci Maxime. Donc protéger des assets, il y a quand même un premier sujet super important, c'est aujourd'hui quels sont ces assets qui composent votre outil industriel. Nous, les challenges qu'on a pu relever chez nos premiers clients il y a quelques années, quand on les a accompagnés sur la sécurisation de leur processus industriel, quand on leur a posé la question, quels sont les composants aujourd'hui qui sont dans votre usine, la réponse c'était je ne sais pas. Et même pour des usines qui étaient extrêmement récentes, je me souviens d'un client dans le monde de l'agroalimentaire. Il m'a dit non, mais Fabrice, tu peux y aller. Là, mon usine, moi, elle a moins de 3 ans. Je sais exactement combien j'ai d'assets. J'en ai 2500. 2500 assets, pour nous, c'est déjà complètement énorme. Je dis, c'est incroyable, 2500, c'est quand même beaucoup. Une fois qu'on est intervenu pour faire ce qu'on appelle notre cartographie, et je vais ensuite passer la main donc à Nozomi pour vous expliquer un peu ce que c'est que cette cartographie, il en avait 3500. Donc il y avait plus de 1000 assets d'écart, donc 1000 composants industriels d'écart entre ce qu'il pensait réellement avoir avec ses équipes d'informatique industrielle et ce qu'il avait réellement. Et vous allez comprendre que c'est extrêmement important parce que quand on fait cette cartographie, l'objectif pour Orange Cyberdéfense, ça sera de pouvoir fournir à notre client industriel l'exactitude de ces composants qui sont dans son environnement opérationnel. Et avec cette information-là, de savoir, il a
une station d'ingénieur sur lequel c'est un Windows 7 qui est installé, avec un TIA portal, et donc avec telle version, telle version, telle version, telle version. Cette information, elle est primordiale, parce que l'objectif pour nous, à l'issue de ça, ça sera d'élever votre posture en cyber. Maxime avait commencé par ce terme de posture, c'est très important de le comprendre, ce qu'on appelle une posture cyber-résiliente. Mais le démarrage de toute chose, c'est cette cartographie, cette détection, cette visibilité. Neil, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, merci. Donc, pour continuer un petit peu sur ce discours, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas sécuriser sans les fondations. C'est-à-dire on ne sécurise bien ce qu'on connaît bien. On a tous des tableaux Excel, comme on peut imaginer, qui sont fournis par les uns les autres, par un responsable de service, par les moyens généraux. Mais réellement, qu'est-ce qui est connecté sur le réseau ? Qu'est-ce qui est là ? Qu'est-ce qui communique ? Qu'est-ce qui communique encore, alors qu'il était censé être décommissionné ? Toutes ces questions de se dire, voilà, qu'est-ce qui est là ? Comment est-ce que ça discute ? Et en fait, Nozomi va donc permettre d'intervenir sur cette première phase de, je dirais, dans un premier temps, sur la découverte. Et on va le faire de manière complètement passive. C'est-à-dire qu'on ne va faire que écouter les flux passer sur le réseau. On va un petit peu, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, on ne peut pas interagir avec ces réseaux de type industriel, puisqu'on sait souvent, ce sont des réseaux qui sont assez fragiles, assez facilement perturbés par des flux externes qui ne sont pas censés circuler sur ces réseaux-là. Et donc, on va écouter le flux et on va pouvoir donc ensuite identifier tout ce qui communique dans ces réseaux-là. Et à partir de là, on va pouvoir aussi donc établir cette cartographie. Avec cette cartographie, on va fournir des informations très importantes puisque dans le milieu, je dirais, industriel, en détail, les informations sont transmises de manière en clair. Il n'y a aucun chiffre, il n'y a pas de chiffrement, il n'y a pas de complexité pour voir ces flux-là. Et c'est important du coup de pouvoir restituer tout cela pour établir effectivement cette posture de cybersécurité, d'établir aussi donc l'aspect, je dirais, global sur la partie cyber, mais ensuite aussi apporter de la visibilité sur la segmentation du réseau et tout ce qui pourrait être la sécurité opérationnelle et la sûreté aussi des hommes et femmes qui sont derrière ces systèmes. Mais l'outil Nozomi, est-ce qu'il peut être utilisé par des spécialistes de la cyber, mais aussi par des automaticiens ? Alors, j'aime bien prendre un exemple d'un client, désormais client, c'était un POC jusqu'à il y a assez peu de temps, où j'avais réuni les deux équipes. L'IT, l'OT, la même pièce, chaque côté de la table, ils se balançaient les crayons. Vous ne pouvez pas discuter ensemble. Ce qu'on a fait à travers donc, cette évaluation, c'était de les faire vraiment communiquer ensemble et utiliser l'outil, chacun de son côté, mais comprendre chacun l'utilité d'utiliser l'outil. Ça a permis aux deux équipes de se rapprocher, de se comprendre, de comprendre qu'ils avaient les mêmes challenges, mais qu'ils les abordaient de différentes façons. Et que donc, ensemble, avec la solution, ils avaient donc cette visibilité, cette exhaustivité d'informations qui leur manquaient en fait. Maxime, une fois qu'on est dans l'usine, donc tu nous as cité qu'il y avait plusieurs lignes de produits au sein de TX1 Networks. Il y en a un, moi, qui est utilisé par mes équipes, qui est cette fameuse clé USB. Tu sais, tu pourrais nous donner 2-3 exemples qui peuvent illustrer ce que ça peut nous apporter comme niveau de protection dans une usine ? Alors effectivement, cette clé USB, on est typiquement dans le cœur de métier de TX1 qui est l'innovation et comment rendre finalement simple les choses dont on doit se prémunir. Cette clé USB, elle accompagne aussi bien les opérationnels, les membres du COMEX, les partenaires type Orange Cyberdéfense, les personnes comme nous, même commerciaux, on utilise cette petite clé. L'idée, c'est déporter toute la puissance de détection et de nettoyage contre les malwares, donc quelque part d'avoir son système de protection, son système de défense directement porté sur une clé USB. Et au bout de cette clé USB, un jeu de diodes lumineuses permet d'annoncer le résultat du scan, donc le résultat, savoir si je suis infecté, si je suis en cours d'infection, c'est-à-dire s'il y a un malware qui est détecté sur ma machine, et d'être en capacité de nettoyer cette machine. Au passage, on récupère effectivement un certain nombre d'informations, et comme le monde est bien fait en système OT, c'est vrai qu'il y a une forte interaction avec les autres équipements qui pourraient être
installés dans l'usine. Par exemple, avec Nozomi, on va pouvoir avoir un petit cercle vertueux entre nous, c'est-à-dire que les informations que je vais récupérer grâce à cette petite clé, je vais pouvoir la communiquer librement à Nozomi qui va peupler un petit peu plus son portail de visibilité. Finalement, cette petite clé, c'est un usage assez pragmatique de la cybersécurité, c'est d'amener des concepts de cybersécurité assez facilement au sein de l'usine, au plus près du personnel opérant dans les systèmes de production. Oui, c'est vraiment un élément fondamental, hein. Les personnes qui opèrent aujourd'hui l'outil industriel, c'est celles aujourd'hui qu'on doit cibler, qu'on doit sensibiliser. Bah, du coup, ce qui m'amène une question. La sonde Nozomi, donc ça peut être aussi bien utilisée par des experts en cyber que par des automaticiens. Il y a une alerte aujourd'hui qui est détectée par la sonde Nozomi. Par exemple, une machine qui se connecte dans le monde industriel. Comment tu imagines la réponse, Neil, aujourd'hui, entre les gens de la cyber et les gens des usines? Alors ça, c'est vraiment la partie process et chacun a son propre process. Des fois, les changements sont déclarés, des fois, ils ne sont pas déclarés. On le sait tous, qu'on le veuille ou pas. Il y a des équipements qui sont branchés au quotidien et puis on découvre un petit peu trop tard. Bon, maintenant, comme on dit, on avance, la chose est faite et donc on avance. Donc, on voit effectivement un équipement branché. Ce qu'on va faire, c'est effectivement, dans Nozomi, on va pouvoir déjà lever une alerte qui peut être levée donc, au sein de Nozomi, mais surtout, ensuite envoyer vers un système de remontée d'alerte ou au sein d'un service manager tel qui est fourni, celui qui est fourni par notre partenaire Orange, pour dire, OK, on a vu tel équipement se connecter. OK, c'est bien de savoir qu'il y a un équipement qui s'est connecté, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La première chose, c'est qu'on va découvrir ce que fait cet équipement. Est-ce qu'il essaye d'établir des communications vers des endroits où il devrait ou ne devrait pas? Typiquement des connexions vers Internet, ce sont des choses qu'on remarque régulièrement. Mais en parallèle, c'est tout simplement que l'équipe de sécurité va avoir toutes les billes en main pour dire ça c'est l'adresse MAC de l'équipement, je sais que c'est tel OS, je sais vers quoi il essaye de communiquer, je sais que il faut que j'aille voir cette machine qui se situe à tel endroit et voir le responsable de cette ligne de production-là. Ça permet ensuite de prendre une décision avec les responsables de production, main dans la main, pour dire qu'est-ce qu'on fait. On l'intègre effectivement dans le système. Vous nous avez rien dit? Oui, ok. Mais on l'intègre? Oui, on est d'accord. Ou alors non, c'est un équipement qui était branché à la one again, comme on puisse dire, et qu'il faut effectivement débrancher. D'accord. C'est vrai que en termes d'alerte, quand on a une machine Windows qui commence à lancer du broadcast en fonction de son service pack, de sa version du système d'exploitation, en fonction de la levée de détection, si c'est dans le monde de l'IT ou dans le monde de l'OT, on voit bien que la réaction sera différente. Oui, c'est effectivement ça. Et puis, c'est surtout aussi, un point qui est très important, c'est que ce qui va fournir Nozomi lors de détection de ces alertes, qu'on va lever une alerte, oui, mais on va aussi fournir un point qui est très important pour les éléments de la sécurité, c'est un PCAP. Un PCAP, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement un échantillon de trafic réseau pour dire voilà ce que je vais arriver. C'est-à-dire, j'ai vraiment la capacité ensuite de dire et ça, c'est ce qui se passe, ça, c'est ce qui s'est passé, et maintenant la sécurité puisse travailler de son côté sur ce qu'il faut. Je vais revenir sur ces systèmes d'exploitation, c'est Windows, hein. On sait bien qu'en fonction des versions de Windows, on peut être amené à faire plus ou moins de choses. Et il y a vraiment un détail qui est fondamental, c'est que la majeure partie aujourd'hui des acteurs du monde de la cyber ne peuvent plus fonctionner sur des systèmes d'exploitation qui sont très anciennes, très obsolètes. Maxime, quelle est la réponse de TX1 là-dessus? Alors effectivement, le travail d'une machine qui est ancienne, finalement c'est le quotidien. Le quotidien dans les zones de production, dans les usines. Aujourd'hui, on essaye d'être le plus résilient possible, on essaye de garantir une production, finalement, peu importe de l'outillage que j'ai devant moi. Si un outillage fonctionne, il n'y a pas de raison à ce qu'il soit changé. Sauf que dans le monde informatique, un outillage qui devient ancien, il devient ancien assez rapidement et donc par défaut devient également la cible de vulnérabilité.
il y a un challenge qui est un petit peu délicat, c'est comment je peux maintenir ma production tout en continuant à tenir des machines qui sont finalement anciennes d'un point de vue IT, mais pas du tout d'un point de vue OT. Donc l'idée de TX1, c'est également d'avoir réfléchi à un concept un petit peu différent, d'avoir un prisme différent d'un système antiviral qui est en permanence connecté avec une repository, une base de signature hébergée ou locale. C'est d'avoir réfléchi à un concept de scellement. Finalement, le concept est assez simple. On pourrait l'expliquer un petit peu à tous nos enfants d'école. C'est tout ce qui n'est pas autorisé dans une liste de départ est interdit. Bon. Mais finalement, un process industriel, c'est un ensemble de processus, un ensemble de fichiers qui sont autorisés au sein de mon automate. Peu importe, j'aurai toujours à peu près la même liste de processus qui fonctionnent sur cet automate. Si jamais j'ai un autre processus qui vient par X ou Y raison et qui n'est pas dans cette liste de départ, il est interdit. Donc c'est un petit peu comme à la cour de récré. Il y a tant d'élèves qui sont authentifiés sur la cour de récré. S'il y a un autre élève qui arrive d'un autre établissement, c'est pas normal, donc on ne le laisse pas rentrer. C'est un peu le même principe. Donc on accompagne énormément nos clients au sein de notre partenaire Orange Cyberdéfense, c'est d'accompagner finalement cette continuité de protection, voilà, malgré tous les challenges d'ancienneté, les challenges de vulnérabilité, les challenges de malware, des malwares modernes qui pourraient arriver malgré tout sur mes systèmes de production. Donc malgré l'isolation qu'on peut avoir de ces machines industrielles, il y a toujours des vecteurs d'infection qui peuvent venir de l'extérieur, voilà, un manutencier qui vient sur une usine, qui peuvent venir malgré la modernisation qu'on essaye de mettre en place, la digitalisation de l'entreprise. Parfois, on n'y est pas encore du tout prêt, ou en tout cas, on n'a pas encore les armes solides pour y aller. Donc, il faut faire face à tous ces challenges avec des concepts simples et des concepts pragmatiques et des concepts qui finalement sont innovants. Alors, c'est bête et méchant, le système de whitelisting, le système de mise sous cloche d'un système, mais ça devient une forte innovation face à l'obsolescence qui est vraiment programmée et qui menace toutes les usines, puisqu'on est sur une ancienneté qui, dans un point de vue IT, on est sur de l'ancienneté évidente, alors que dans l'OT, finalement, on continue à faire ce qu'on peut avec nos machines qui fonctionnent depuis des tas d'années. Donc on comprend bien que nos deux partenaires, donc Nozomi et TX1, qui sont réellement des pépites, hein, nous on les a choisis justement parce que c'est pour leur ADN dans le monde industriel. On pourra encore en parler pendant des heures. TX1 a même signé des partenariats technologiques avec des éditeurs. C'est-à-dire que leur solution, ils ont un tampon de fonctionnement avec des éditeurs industriels. Et c'est aussi la même chose côté Nozomi. Par exemple, on a un client là, qui nous sollicite. Le protocole industriel, il n'est pas connu parce que c'est un développement maison. Quelle réponse on peut leur apporter avec Nozomi ? Alors c'est important en effet parce que c'est un des gros points différenciateurs de Nozomi. Nous, on va analyser au sein des sondes Nozomi plus de 250 protocoles en temps réel. Cependant, en effet, il nous arrive de découvrir encore des protocoles qui sont inconnus ou customisés, comme on vient d'évoquer. Donc là, on propose un SDK, donc ce qui est tout simplement un kit de développement, pour que les clients ou nos partenaires puissent développer un support, un protocole en particulier au sein de leur système, l'identifier, le tracer, le comprendre dans l'environnement des sondes. Et cela vient compléter, comme tu viens d'évoquer en effet, l'écosystème, je dirais, d'alliance avec les grands faiseurs aujourd'hui, comme les Siemens, comme les Schneider, comme les Emerson, ces personnes qui font confiance à Nozomi pour se brancher sur le réseau. Puisqu'on sait tous, en effet, que ce sont des réseaux qui sont souvent étanches, idéalement, dans certains cas, ou pas très étanches selon des cas. Ou on ne le sait pas. Ou on ne le sait pas, tout simplement. Et de se dire que demain, on branche quelque chose sur ces réseaux-là, il faut le faire avec l'accord de quelqu'un. On a tous des contrats de maintenance derrière. On a tous des enjeux aussi, parce que si demain, je branche un équipement qui vient perturber un réseau quelconque, attention, le contrat de maintenance, on peut l'oublier. Lorsqu'il viendra, il dira cet équipement-là, on va le débrancher et puis on repart à zéro avec le contrat. Ça, c'est un gage de qualité et de performance. Et donc, lorsque on travaille ensemble sur les différents clients, c'est ça, en fait, l'expertise et c'est la maîtrise de l'environnement.
Et donc, on travaille ensemble avec Orange depuis quelques années, surtout maintenant, sur justement accompagner nos clients dans ces milieux-là. Aujourd'hui, dans le monde, dans l'écosystème de la cyber, hein, ce qu'on a pu constater, c'est que on observe une réelle professionnalisation de l'écosystème de la menace. Qu'est-ce qu'on appelle derrière tout ça, en fait? C'est qu'il y a vraiment des groupes d'attaquants qui se sont spécialisés pour attaquer, par exemple, les supply chains de nos grands clients. Donc il est vraiment plus que nécessaire aujourd'hui de comprendre ça, et on travaille avec certains de nos grands clients industriels sur cette sensibilisation. Donc, le Orange Cyberdéfense, c'est aussi ça, c'est notre capacité à vous accompagner, à sensibiliser. Donc, on le fait avec des automaticiens, mais pas que. On le fait aussi avec des membres du COMEX. Si vous avez besoin aujourd'hui d'une aide pour pouvoir faire prendre conscience, et c'est ça le terme en fait, c'est prendre conscience du risque cyber qui pèse sur un projet d'industrie 4.0, nous sommes là aussi pour vous accompagner. C'est aussi autre chose, c'est aussi des compétences qui sont importantes à avoir quand on veut tester. Tout à l'heure, avec un autre client sur notre stand, on parlait oui, la première, elle est passée, la vitesse, hein, et c'est plus que nécessaire aussi d'embrayer la deuxième. La deuxième, c'est quoi? C'est quand vous allez faire cette cartographie, quand vous allez faire ce premier niveau de protection, c'est de comprendre en fin de compte la nécessité d'avoir une posture cyber résiliente. La question, c'est quoi? C'est pas quand est-ce que je vais me faire, enfin, c'est est-ce que je vais me faire attaquer ou pas, c'est quand est-ce que je vais me faire attaquer. C'est-à-dire que la plupart de nos clients aujourd'hui, soit ils se sont déjà fait attaquer, ou soit ils ne le savent pas en fait. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui une information qui est vraiment importante à avoir. C'est que dans certains de nos audits, on en parlait tout à l'heure avec Neil, quand on a eu l'occasion de brancher des sondes ou de faire une détection virale avec une clé TX1, c'est qu'on a découvert un troyen sur la machine, le client ne le savait même pas. C'est quoi un troyen? C'est les premiers prémices d'une activité virale. C'est-à-dire, c'est comme un cheval de Troie, c'est un petit bout de logiciel qui va commencer à récupérer d'autres logiciels qui seront là pour faire réellement plus de mal, comme par exemple chiffrer et prendre en otage vos données. Donc, on va passer sur la séance de questions-réponses, si vous le voulez bien. En tout cas, si on a un message à vous faire passer là-dessus, en fait, hein, c'est cartographier. Une fois que vous avez cartographié, commencer à protéger pour ensuite enchaîner sur la détection des menaces. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose avant qu'on enchaîne sur les questions-réponses? Alors, les deux? Moi, je vois déjà une question. Ah, mais on peut peut-être donner un petit mot juste de la fin, une petite, le pseudo-mot de la fin. C'est vrai que dans ce paysage anxiogène, on a quand même un tissu industriel en France qui est relativement important et dont on peut être relativement fier. C'est que parfois, on sort d'une période qui est assez compliquée où finalement les gestes barrières nous ont permis d'assainir quand même certaines choses. Certaines maladies ont été éradiquées, des maladies qui étaient plutôt quotidiennes. Finalement, dans la cyber, on peut aussi y arriver avec quelques petits gestes barrières au sein de l'usine et de montrer que la transformation digitale qui est en train d'arriver de l'IT, finalement, dans l'OT, ça fait bien longtemps qu'on maîtrise la notion de safety. Et finalement, le bouton rouge d'arrêt d'urgence sur une chaîne de production, il est là bien avant les concepts de posture de sécurité dans l'IT. Donc, quelque part, la sécurité et la safety est intrinsèque dans les systèmes d'usine et un peu finalement de gestes barrières, un peu d'amener de manière simple un peu de cybersécurité, de la visibilité et surtout des concepts assez innovants et pas très compliqués à mettre en place. Déjà, ça permet déjà d'avoir une nette valeur, un peu le Nutri-Score. Disons que si je reprends les mots du ministre, donc c'est ce scoring cyber peut être clairement amélioré juste en mettant en place quelques bonnes pratiques au sein de l'usine et on peut y être fier puisque finalement la safety dans les usines c'est vieux comme Mathusalem. Oui, au même titre qu'on a aujourd'hui des fiches réflexes en cas de crise industrielle. Ce que l'on voit aussi souvent, c'est que ces fiches réflexes sont augmentées avec des fiches réflexes d'un point de vue cyber, mais cyber lié à l'industrie. Et puis juste pour compléter, en effet, je dirais que
on a dépassé, on en a parlé tout à l'heure aussi, la phase de prise de conscience de ce besoin. On est dans la phase où, ça y est, on ressent vraiment qu'on a besoin de bouger. Le Covid, comme on a dit, a changé les choses. Il y a eu de plus en plus, je dirais, de process mis en place. Il y a eu aussi énormément d'événements géopolitiques qui ont aussi ont initié d'autres initiatives, je dirais aussi. Mais ce qu'il faut surtout, c'est savoir que la cybersécurité et la sécurité autour de l'industrie, dans l'ensemble, s'aborde petit à petit aussi. On peut y aller progressivement. On parle souvent si je prends des termes en anglais, on parle de crawl, donc on commence à ramper, et ensuite on se met à marcher, donc on commence à walk, et ensuite on se met à courir, donc on se met à run, pour optimiser et pour apporter cette sécurité dans les environnements industriels. Je pense, donc, du coup, on avait une question. Oui, à propos des systèmes de scellement, est-ce que ces systèmes, dans leur mise en œuvre, nécessitent des arrêts de production finalement? Bonne question. Donc effectivement, c'est j'en parlais régulièrement avec des utilisateurs qui peuvent passer nous voir au sein du campus, mais également au sein du stand. Le gros challenge, c'est ça. C'est comment je peux venir installer du scellement sans avoir à tout révolutionner, à tout redémarrer. Donc effectivement, TX1 a réfléchi à ce point-là. Et donc la réponse, c'est une des réponses qui est innovante dans l'histoire, c'est qu'on peut amener du scellement sans avoir à redémarrer une machine. Donc je prends souvent l'exemple un peu des applications de l'iPhone. C'est aujourd'hui, on ne redémarre pas un iPhone en ayant installé une application. On va dans l'App Store, on prend une application, on la lance et on a le système qui est disponible. C'est exactement le principe avec TX1. L'idée, c'est d'avoir ce système de scellement sans avoir à redémarrer une machine. Et qu'elle soit moderne ou ancienne ou très ancienne. Et pour compléter, effectivement, l'idée des scellements, c'est important. Mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'accompagner avec un système de détection et d'observation de comportement. Puisque, effectivement, on peut avoir une machine qui va changer de comportement ou une ligne de production qui va complètement changer d'activité. Mais du coup, on a besoin effectivement d'apporter cette visibilité, cette compréhension du comportement réseau des différents équipements pour apporter cette sécurité. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Je vous remercie. Ce qu'on peut vous inviter juste derrière, c'est qu'on a tout ce qu'on vient de vous expliquer là. Juste au stand derrière, j'ai encore oublié le numéro. 13. Le numéro 13, merci. Donc N13, c'est couleur d'orange, vous ne pouvez pas louper, c'est tout orange. On vous fait une démonstration de tout ce qu'on vient d'évoquer, donc avec de la détection, de la protection, donc avec une attaque en temps réel sur une ligne de production, de voir quel type d'impact on peut avoir sur cette ligne-là, de quelle manière on peut la détecter et ensuite la protéger. Je vous remercie.